Allez, on se lance directement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va aborder un sujet profondément humain. Un sujet qui, honnêtement, résonne chez énormément d'entre nous, l'alimentation émotionnelle. Trop souvent, nos batailles avec notre poids sont perçues comme de véritables failles personnelles, des manques de discipline. Mais vous allez voir, en creusant un peu la science et la psychologie, on se rend vite compte que ce comportement est avant tout une réponse d'adaptation hyper naturelle de notre corps. Alors au lieu de pointer du doigt, je suis ravi de vous inviter à adopter ensemble une perspective bienveillante pour comprendre ce qui se passe vraiment. L'objectif, trouver enfin des solutions durables et apaisées. Ok, plongeons dans le vif du sujet avec cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que les régimes traditionnels échouent si souvent? Poser ça d'emblée, ça permet vraiment de valider la galère de tous ceux et celles qui ont connu l'enfer du yo-yo. Loin d'être une simple question de volonté, cet échec à répétition cache des mécanismes de défense bien plus puissants qu'on l'imagine au premier abord. Pour vous donner une idée, les chiffres sont assez hallucinants. Une grande étude menée par Orlando Health a révélé que 90% de la réussite d'une perte de poids dépend de la charge émotionnelle. 90%, c'est absolument énorme. Et pourtant, seulement 10% des gens considèrent que le bien-être psychologique est essentiel là-dedans. Ce décalage monumental explique en grande partie pourquoi tant de méthodes strictes finissent tout droit dans le mur. Donc, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par déconstruire le mythe de la volonté, puis on verra comment la biologie s'oppose carrément au régime avant de décrypter l'alimentation émotionnelle en elle-même. Ensuite, on parlera du poids de l'héritage et on terminera bien sûr par des solutions durables et respectueuses de votre corps. Première étape, le fameux mythe de la volonté. Spoiler alerte, ce n'est pas un manque de force. C'est absolument crucial de commencer par ça pour lâcher enfin cette satanée culpabilité. Si on n'arrive pas à maintenir son poids après un régime strict, ce n'est en aucun cas une faiblesse de caractère. Les statistiques sont têtues. Près de 2 personnes sur 3 qui arrivent à perdre 5% de leur poids finissent par le reprendre par la suite. C'est limpide, c'est un problème systémique lié à la méthode elle-même et non une faille personnelle. C'est juste notre corps qui réagit. En fait, l'échec est quasiment programmé dès le départ. Quand on réduit drastiquement nos portions, notre corps se dit « alerte rouge » et il va défendre ses réserves d'énergie. Il déclenche ce qu'on appelle une adaptation métabolique. Notre métabolisme ralentit pour économiser un maximum de carburant. Et en parallèle, s'imposer des règles super strictes dans la tête, ça mène inévitablement au craquage et à la perte de contrôle. C'est exactement comme ça que le YOLO s'installe, avec la tonne de culpabilité qui l'accompagne. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la biologie contre les régimes, ou comment notre corps se met en mode survie. Lors d'une perte de poids rapide, notre cerveau ne reste pas du tout les bras croisés. Au contraire, il lutte activement. Des recherches passionnantes menées par l'équipe de Liane Schmidt à l'Institut du cerveau ont mis en avant le rôle de la leptine, notre fameuse hormone de la satiété. Notre hypothalamus est programmé pour défendre un poids stable. Du coup, pendant un régime, le taux de leptine chute en flèche. Et le cerveau, qui est un peu dramatique sur les bords, il ne voit pas ça comme une grande victoire minceur, mais comme un danger mortel imminent. Et boum, il déclenche une faim impérieuse pour nous garder en vie. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que le cerveau est littéralement incapable de faire la différence entre un petit régime volontaire pour rentrer dans un vêtement et une vraie période de malnutrition sévère. La biologie réagit exactement de la même manière dans les deux cas. Intégrer cette réalité, c'est une étape profondément libératrice pour arrêter de se juger si durement. Et ça illustre parfaitement pourquoi il est vital de savoir distinguer nos deux grands types de faim. La faim physique, elle est très progressive, on la sent dans le ventre avec des petits gargouillis, et surtout elle s'arrête naturellement quand on est rassasié. La faim émotionnelle, par contre, elle nous tombe dessus d'un coup, elle se passe presque uniquement dans la tête, elle cible souvent un aliment ultra précis pour se réconforter, et elle pousse à manger bien au-delà de la satiété. Passons à notre troisième partie pour décrypter un peu plus en profondeur cette fameuse alimentation émotionnelle. Loin d'être une pathologie, chercher du réconfort dans la nourriture, c'est un mécanisme d'adaptation dont les racines remontent à notre toute petite enfance. L'association entre manger, être en sécurité et avoir chaud se crée dès nos premiers biberons. Donc face au stress, à la tristesse ou même à l'ennui, notre cerveau cherche l'apaisement le plus rapide possible. Les aliments doudous vont libérer un énorme pic de dopamine, du pur plaisir immédiat. En vrai, manger un carré de chocolat après une journée horrible, c'est une forme de soin. Le problème, le vrai cercle vicieux, c'est quand ça devient notre seul et unique outil pour gérer les émotions négatives. C'est d'ailleurs ce que la psychologue Brigitte Ballandras résume avec tellement de justesse. On mange ses émotions parce qu'on n'arrive pas à les exprimer, alors on les étouffe avec la nourriture. Ces mots nous invitent à faire preuve de beaucoup d'empathie envers nous-mêmes. L'alimentation émotionnelle n'est que le symptôme d'un ressenti bloqué. Ça demande de la bienveillance et de l'écoute, certainement pas un énième plan diététique punitif. Ce qui m'amène à notre quatrième point, une dimension souvent très méconnue, le poids de l'héritage familial.
Car oui, notre histoire familiale joue un rôle insoupçonné et super puissant dans la relation qu'on entretient avec notre assiette. Prenez l'histoire de Marie, 56 ans. Malgré une vie super saine, elle se battait contre des compulsions alimentaires qui la rongeaient de honte. Elle racontait cette sensation étrange que son corps avait sa propre volonté et refusait de la suivre, une perte de contrôle qui révèle en fait de lourds fardeaux transgénérationnels. Et ce qui est bouleversant quand on retrace l'histoire, c'est qu'on trouve la source. En 1945, le grand-père maternel de Marie est tragiquement décédé, après avoir recommencé à manger à la libération des camps de travail. Traumatisée, la mère de Marie a ensuite imposé pendant l'enfance des repas complètement dépourvus de plaisir, c'était juste un devoir de survie, rien d'autre. Aujourd'hui, les compulsions de Marie sont le reflet direct de ces drames du passé. Elle est littéralement déchirée entre une loyauté familiale qui lui dicte de survivre et une peur viscérale et inconsciente de la nourriture. Notre corps agit vraiment comme un formidable porte-mémoire. Ces comportements alimentaires qui nous semblent parfois complètement irrationnels sont en fait des réponses très logiques à des injonctions héritées du passé. Reconnaître cette dimension transgénérationnelle, c'est une libération incroyable. Ça permet d'arrêter la guerre contre soi-même en comprenant que notre corps essayait simplement de se protéger avec les moyens qu'il connaissait. Alors nous voici arrivés à notre 5e et dernière partie. Maintenant qu'on a toutes ces clés en main, quelles sont les solutions vraiment durables ? Une des méthodes pratiques les plus efficaces pour casser nos automatismes, c'est la fameuse pause consciente de 5 minutes. Face à une envie subite, l'idée de s'imposer un gros stop mental et de prendre 3 grandes respirations. Ensuite, on fait le test des 3 questions. Est-ce que mon estomac réclame vraiment à manger ? Est-ce qu'une simple pomme ferait l'affaire ? Et surtout, quelle émotion précise se cache derrière cette envie ? En buvant un verre d'eau et en patientant 5 à 10 minutes en changeant d'activité, on crée un espace de liberté salutaire entre l'émotion et l'action. Et accrochez-vous bien parce que les résultats de cette petite pause sont spectaculaires. 70% des envies d'origine purement émotionnelle disparaissent après avoir juste attendu ces quelques minutes. C'est un outil hyper puissant pour reprendre les rênes en douceur sans jamais se sentir au régime. Car tout l'enjeu, pour la pérennité, c'est bien de se libérer de ces chaînes sans se priver. Ensuite, il y a la pratique très libératrice du mindful eating, l'alimentation en pleine conscience. Le principe, c'est de virer absolument toutes les distractions. Adieu les téléphones ou la télé pendant le repas. On s'assoit à une vraie table, on prend le temps de mastiquer longuement, on dépose sa fourchette entre chaque bouchée pour mobiliser pleinement ses 5 sens. Cette approche très douce reconnecte directement notre cerveau à ses signaux naturels de satiété. Ceux-là même qui ont été complètement brouillés par des années de régime express et de déjeuner pris à toute vitesse sur un coin de bureau. Évidemment, quand le poids des émotions ou de l'héritage est trop lourd à porter seul, demander de l'aide à un professionnel est une énorme preuve de force. Et il y a de super options. La thérapie comportementale et cognitive, la TCC, est géniale pour modifier nos fameuses pensées automatiques de grignotage. La thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT, aide à apaiser la relation avec notre corps pour enfin arrêter de lutter. Et puis l'hypnose fait des merveilles pour agir en profondeur sur l'inconscient et désamorcer des traumatismes plus anciens. Tout ce qu'on vient de voir montre de façon très claire que lutter avec acharnement contre son propre corps nous mène systématiquement dans le mur. L'autocompassion, l'empathie envers notre propre histoire et la compréhension de ces mécanismes internes, c'est la seule vraie fondation d'un équilibre durable. Une guérison profonde passera toujours par une acceptation bienveillante de soi avant d'exiger le moindre changement physique. Alors je vous laisse sur cette réflexion qui, je l'espère, fera son chemin, et si la véritable perte de poids commençait tout simplement par faire la paix avec soi-même.